Bonjour, bonsoir. Donc on va essayer de vous présenter deux choses parce qu'on a un peu des multiples casquettes. Voilà une casquette on va dire plus recherche et quelque chose de plus on va dire lié à une activité commerciale. Donc moi et Johan, on est tous les deux, on va dire, issus du Random Lab de l'ESAD. Donc c'est un projet qu'on a monté avec des collègues, notamment voilà, avec David Olivier Lertigot, François Brumand, Jacques-Daniel Pilon, donc un regroupement de 5-6 professeurs sur un laboratoire de recherche dans une école d'art sur les questions du numérique, de la technologie et voilà, de tout ce qui pourrait intéresser. Alors il y a deux pratiques, il y a plusieurs pratiques dans ce laboratoire. Donc voilà, sur les nouveaux outils de conception, les nouveaux moyens de production et les dispositifs numériques et création. Donc ça c'est un peu l'intitulé voilà, du sous-titre du Random Lab. Donc il y a aussi évidemment, en fait, le Random Lab, alors on est arrivé un peu au moment où dans les écoles d'art, on se posait la question des Fab Labs. Alors nous, ça nous intéressait de faire un Fab Lab, mais bon, plus qu'un Fab Lab, en fait, plutôt un laboratoire de recherche. Parce qu'un Fab Lab, il y a la notion d'accessibilité au public extérieur de l'école, et nous, ça, c'est quelque chose qui nous intéressait pas. On voulait vraiment que ça soit accessible plus aux étudiants. Et qui a surtout ce qu'on appelle un adossement à la recherche, donc en année 4-5, que les étudiants puissent pleinement profiter de ce laboratoire de recherche, à leur activité, à leur diplôme, et qu'après en post-diplôme, donc pour un DSRA, DSRD, donc DSRD c'est Diplôme supérieur de recherche en design, donc qui se passe après le master, en fait, puissent voilà, avoir accès à ce genre de choses et puissent publier, voilà. Donc on peut vous montrer quelques projets qu'on a fait avec le Random, peut-être le monolithe. Celui-là. Ouais. Donc voilà, un des exemples de collaboration qu'on a pu faire au Random Lab, donc avec le Gram, là qui est qui on va dire la petite IRCAM française, donc qui est basée à Lyon, qui eux font plutôt de la musique. Ils ont plusieurs activités, hein, ils produisent des outils liés à la musique notamment. Et en fait là l'idée c'était de faire un instrument qui générait de la composition en fait, donc c'est-à-dire que c'est un monolithe triangulaire comme ça, et on peut venir en fait interagir avec lui, c'est-à-dire que voilà, il y a une matrice de LED à l'intérieur, donc ça c'est des choses qu'on va faire. On peut venir toucher l'écran comme ça pour générer de la musique, générer des partitions. L'écran, du coup l'écran après c'est juste pour un petit mot en fait sur tout le processus aussi de créer. Le but c'était de créer un instrument pour le Gram, du coup il y avait un compositeur qui voulait lui et qui avait une ligne de son qui voulait animer plus ou moins avec un système d'aléatoire, de création générative, et du coup la question se posait de lui construire un instrument qui serait donné au public et qui créerait justement comme ça aussi une vie à l'intérieur de cet instrument en fait, un instrument vivant, et de pas faire juste soit une guitare morte, soit quelque chose qui soit comptable dessus, mais quelque chose qui même tout seul, laissé un peu dans son coin, puisse vivre. Et effectivement, alors, je sais pas, d'autres photos. Voilà, donc bon, rapidement, voilà, on fabrique aussi du coup dans ce laboratoire tout ce qui va être, donc il y a la fabrication véritablement de l'instrument. Donc voilà, ça c'est aussi des choses qu'on essaye, on va dire, d'apprendre à nos étudiants, c'est-à-dire comment voilà, l'informatique et l'électronique c'est une matière particulière, puisque voilà, on va jouer avec l'électricité, jouer avec des signaux, jouer avec des données, jouer avec ce genre de choses-là. Et comment on joue avec cette matière-là, voilà, comme un sculpteur, il faut mettre un peu les mains dedans, comme on dit. Donc on apprend aux étudiants à faire ça aussi d'une certaine manière. Donc voilà, là on est en mode montage de la pièce. Peut-être un autre projet. Si on peut... Donc on n'a pas trop préparé parce qu'on était avec les étudiants, mais s'il y a un projet que vous voulez vraiment voir, vous pouvez nous dire. Et n'hésitez pas à demander plutôt celui-là ou plutôt celui-là, il n'y a pas de souci. Peut-être... Je sais pas, tu veux montrer celui-là? Pas cap.
Ouais, pas cap. Ou tu veux... Ou... On a celui-là, ouais, celui-là. Bah tiens, avec le gramme, là, avec Smartland. Celui-là. Donc autre projet, là qui était plutôt de jouer avec des chorégraphies de drones. Donc là pareil, c'est avec le gramme encore une fois. Et là du coup on a joué avec un compositeur qui, enfin eux s'intéressent beaucoup à ce que c'est que la musique aujourd'hui et comment générer, enfin comment faire de la musique et qu'est-ce qui fait instrument notamment. Et ils développent notamment des algorithmes pour générer du son et des algorithmes qui peuvent même faire qu'un smartphone, c'est presque un instrument. C'est-à-dire qu'un smartphone, c'est assez rigolo puisque en fait, juste dans un téléphone, on peut le bouger, il y a un accéléromètre, un gyroscope, on peut déterminer sa position, déterminer ses accélérations et en fait, le mouvement est enregistré en fait en permanence. Et on a fait comme ça une petite application avec eux où les gens en fait vont jouer avec leur smartphone pour générer du son directement. Donc voilà, là c'est pas il n'y a pas juste une ou deux enceintes, non, chaque téléphone est possiblement une enceinte aussi. Et on a avec le compositeur en fait, donc avec le chef d'orchestre là qu'on voit. On a aussi décidé de prendre ce smartphone-là comme une baguette d'un chef d'orchestre pour qu'il puisse piloter un drone. Contrôle le drone et en même temps que tu contrôles la musique. C'est-à-dire que chacun de ces mouvements, c'est un pilotage et la création de son. Sachant qu'en même temps, c'est ça qui est disponible aussi pour le public. Et il pourrait essayer en fait de suivre le chef d'orchestre, et que ça crée une espèce de, avec latence ou pas de latence, voilà l'orchestre. Alors on voit aussi que le drone regarde un mur tout coloré de patterns. En fait, ça c'est c'est à la fois un mur qui peut être effectivement esthétique, mais c'est aussi un mur de reconnaissance. C'est-à-dire que le drone a une caméra. En fait, c'est très très compliqué de trouver pour un drone ou un objet qui lévite de se dire je suis dans telle ou telle position. Et en sachant qu'on a un public sur les bords, voilà, on peut se dire si le drone, si à un moment on perd le contrôle ou s'il se passe quelque chose, il peut filer en fait. Et en fait, cette image-là, suivant comment elle est dans la vue du drone, en fait, ça va lui permettre de donner des points de repérage. C'est-à-dire que, en fait, grâce à cette image et à la caméra qui est sur le drone, on arrive à donner une position absolue dans l'espace au drone. Ça, c'est assez important, une position absolue, parce que ça veut dire qu'on sait en permanence où il est, en fait. On peut contraindre notamment ces mouvements. Donc forcément, en fait, virtuellement, le drone, il était dans une cage où il ne pouvait pas aller plus loin que cette cage-là, même si le chef d'orchestre s'emportait un petit peu et allait un petit peu trop loin, il restait dans cette cage-là. Et là, du coup, c'était tout un travail aussi avec les étudiants qui ont développé du coup ce langage graphique pour que le drone comprenne son espace. Donc il y a eu toute une recherche, ça a duré 1 mois, je pense, de savoir ce que le drone comprenait, comment arriver à le guider dans son espace, faire en sorte qu'il ne se perde pas, que quand il redécolle, il retrouve ses repères, etc. Tout ça en même temps, du coup, qu'était développé aussi la musique, qu'était développé le contrôle du drone, etc. Donc une espèce de recherche comme ça sur des choses qui n'existaient pas forcément ou qui existent après dans l'industrie, qui marchent avec des marqueurs qui sont des autocollants, qui sont vendus avec le drone, etc. Et là, on se rendait compte que finalement, on peut faire les nôtres aussi, on peut sortir de ce langage pré-vendu, et on peut arriver à exprimer peut-être quelque chose qui était plus en lien avec la musique que le compositeur voulait créer, et comme ça créer un petit peu un dialogue en fait entre la musique, le compositeur, la technologie que comprenait le drone, le graphisme, et finalement après un public qui vient s'emparer de ça et jouer avec le compositeur comme un orchestre. Donc une expérience qui était du coup assez chouette et réussie, quoi. Alors, peut-être un autre... Alors, peut-être pas le gramme. Ah, mais ça te le met dans... Do liqueur. Ou what's in drawing. Ouais. Okay. Là-dessus. En dessous. Là.
Donc What's in Drawing, donc un des premiers projets qu'on a réalisé au labo, qui a un peu aussi formalisé un peu les choses. Alors bon, vous nous excuserez la qualité de la vidéo. En fait, le but là, c'était de faire comprendre aussi qu'est-ce que c'était que des données. Comment on pouvait donc voilà, les données, en fait, c'est capter une vitesse, un mouvement. Là, c'était un peu le but de la manœuvre, en fait, et rendre compréhensible ça. Et aussi mettre nos étudiants dans une vraie installation un peu plus interactive. Et du coup, en fait, on a un dispositif avec des petites hélices. Donc il y a 5 hélices qui ont été dessinées par nos étudiants, là on les voit. Et à chaque fois que quelqu'un soufflait sur une hélice, il y avait comme ça une somme de données qui était captée. Et cette somme de données-là était tout de suite traduite graphiquement en fait, sur une table traçante. Alors là, c'était aussi l'occasion d'utiliser du vieux matériel, de la récupération. Voilà, ces tables traçantes, là, en fait, c'est les tables traçantes qui étaient utilisées dans les collèges dans les années 80, qui étaient un peu les prototypes des imprimantes, on va dire. En fait, c'est rigolo parce que ça marche assez facilement, c'est-à-dire qu'on peut injecter très rapidement des données et hop, ça dessine tout de suite. C'était assez rigolo. Et chaque fragment du dessin, en fait, correspondait à une hélice aussi. Donc, les étudiants venaient de temps en temps changer les feuilles, changer les stylos. Donc c'était assez rigolo de voir aussi de faire un dispositif comme ça très autonome en fait. Ça a été du coup présenté pendant, vous avez vu la biennale en fait de design 2010 et ça a tourné pendant un mois, ou 2 semaines à l'époque. Et grosso modo, et après il y avait une collection en fait justement de posters en fait générés par les visiteurs, qui venaient souffler en fait suivant si ils avaient vraiment beaucoup soufflé, à plusieurs. Pas à plusieurs, enfin sur cette hélice-là qui était plus choisie par les gens, peut-être parce qu'elle tournait mieux, ou qui demandait moins d'efforts, voilà. Des choses comme ça, ça créait un peu, pareil, une espèce de graphe de data aussi, donné par l'énergie des gens, en fait. Ça donc traduire toute cette énergie-là en visuel, mais de façon un peu participative et automatique, finalement juste que des signes levés. Plus récent. Plus récent tout en haut. Indie Game Launch, allez. Donc là, c'est tout récent, on va dire. C'est une des dernières pièces qu'on a faites. Alors bon, là, on vous met un peu les plans ou quoi que ce soit. Peut-être qu'on a un peu... Donc en fait, c'est la Cité du Design, donc l'institution auquel on est rattaché, en fait, voulait faire une exposition sur les jeux vidéo. Alors, ils ont fait une exposition sur le jeu vidéo. Et nous, on a proposé donc on voulait aussi proposer du jeu vidéo, notamment du jeu vidéo indépendant. Alors le jeu vidéo indépendant, c'est une classe de jeu vidéo un peu particulière, qui est plus, on va dire, plus libre dans ses démarches et plus expérimentale dans son gameplay ou dans sa mécanique. Et nous, on voulait créer un dispositif qui augmente comme ça l'action, on va dire, de jeux vidéo. Donc en fait, on a créé on va dire un détournement de flux vidéo et qui permet de prendre l'image principale, en fait, donc l'image du centre, et d'en étendre la projection. Alors là, on ne voit pas trop, peut-être que tu peux... c'est le truc de jeu. Non, alors, tu peux revenir. Bon, alors chez eux, on n'a pas encore toutes les photos. Mais voilà, en fait, cette image centrale en fait, est traitée en temps réel par plusieurs ordinateurs, en fait, et produit, on va dire, comme si sous Premiere ou sur After Effects, en fait, on additionnait une certaine quantité d'effets, sauf que là, on arrive à le faire en temps réel, en fait. Donc c'est un peu particulier, mais je pense qu'on... Puis un petit mot aussi sur le dispositif. Après, c'était aussi, plutôt que de choisir un jeu qui serait présenté et qui tournerait en boucle, comme on peut avoir dans certains lieux où on vient jouer à ce jeu-là. Là, en fait, c'était plutôt l'idée aussi de laisser les gens choisir dans une compilation qui était elle-même finalement une exposition, où cet endroit de jeu laissait les gens accéder à différents jeux vidéo à partir du même lieu. Et donc du coup, créer aussi finalement son propre petit cloud indépendant, avec la possibilité de choisir parmi une sélection de jeux faits par avance,
forcément, mais du coup de pouvoir naviguer dans toute une histoire en fait du jeu vidéo indépendant à travers une scénographie pareille. Donc si vous passez à Saint-Étienne, vous pouvez aller la voir. Et là, la pièce devrait aller aussi à Lille, donc dans une médiathèque à Lille. Alors je ne sais pas laquelle encore exactement, mais voilà. Donc si ça vous intéresse, l'effet vidéo, l'effet temps réel. Si la ville de Limoges est intéressée, voilà, enfin, bon. si vous voulez voir les jeux vidéo. Peut-être quoi d'autre? Je ne sais pas s'il nous reste beaucoup de temps. Non, je crois pas. Peut-être passer sur Dune. Alors après, on peut vous présenter du coup tout un autre pan en fait de l'activité qu'on a en commun avec Damien, où là on va justement plus répondre à de la commande en fait, donc réfléchir à comment on va dire on transtype du coup plutôt comment on transfère tout cet univers, cette recherche et ce bagage comme ça d'expérience en fait, de passer du monde virtuel, de rentrer dans la technologie, comme ça, finalement, on va dire pour le proposer à des clients plus privés qui du coup eux ont des histoires à raconter forcément et toucher un public avec d'autres contraintes très clairement. Mais c'est justement pour pas non plus complètement évoluer dans un univers qui serait uniquement de la recherche fondamentale, mais de se confronter aussi finalement aux gens qui passent dans la rue et qui voient des choses, et on leur propose forcément plein d'expériences qui sont plus ou moins heureuses, et comment on arrive à nous voir comment ça se passe en fait ce moment-là où finalement il faut aussi répondre à la volonté de quelqu'un qui veut proposer un produit ou des choses comme ça, à la fois à travers différentes façons, donc trouver aussi des nouvelles façons de voir ça. Tu veux mettre les vidéos peut-être avant? Non, tu veux? Ouais. Alors, par contre, comment on met? Parce que je pense pas qu'on puisse mettre ça directement comme ça. Il n'y a pas là, non. Là. Voilà. Bien ça. Donc on va vous montrer une vidéo donc, voilà, qui est assez représentative de ce qui peut être fait en fait avec voilà, en mode plutôt. Là. Alors ça c'est les montres. Ouais. Ça c'est l'atelier. Ouais, tu veux montrer lequel? Je sais pas. Comme tu veux. Bon, comme tu veux, l'un ou l'autre, on peut mettre les deux. Écoutez, après on raccrochera du coup sur exactement le workshop, mais ça sera drôle on finira avec ça. On finira avec ça. Ouais. Voilà. Alors, donc là, voilà, ok, on passe le logo. Et ça, alors typiquement, c'est pour une marque de luxe qui lance une gamme de montres. Et avec les scénographes, en fait, ils décident de faire une exposition itinérante pour emmener leurs clients dans ce qu'ils appellent l'univers de leur marque et de cette maison spécifique d'horlogerie, de raconter un peu ce qu'ils ont envie de raconter aux gens. Alors, nous, on a eu de la chance, effectivement, de collaborer avec des scénographes qui étaient quand même très ouverts et qui étaient plutôt même assez excités sur l'idée de jamais parler du produit vraiment, mais plutôt juste de l'univers de qu'est-ce que c'est que pour une marque d'horlogerie, le temps, en fait, ou leur vision du temps. Et donc, on participait à des échanges, en fait, justement, sur la création de la scénographie, de comment c'était quoi cette idée. Est revenue une histoire de tranches de temps, d'objets qui traversaient des tranches de temps. Et finalement, après, pour des questions tout simplement de démonstration, où finalement, ils n'ont pas de salle définie pour créer ces scénographies. C'est des scénographies itinérantes. Il fallait que ce soit des petits modules qui puissent être mis dans l'espace un peu différemment à chaque fois que l'exposition existait. Et on ne pouvait pas faire une grande ligne de temps absolument parfaite, mais l'idée était de créer des petites tranches de temps avec, dedans, des histoires, des micro-histoires pour chaque nouveau produit. Alors l'idée, on a dit ok, d'accord, pas de problème. Et du coup, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous intéresse? Ça serait que quand on arrive, on ne voit pas du tout les produits. C'est-à-dire qu'on arrive dans un lieu qui est normalement de vente commerciale, tous les produits sont cachés. Bon, vraiment, si les gens ne viennent pas dedans et ne font pas les expériences, ils ne voient pas les produits. C'est passé. Bon, c'est pas gagné, c'est passé comme ça. La petite vidéo institutionnelle
fait, ce qu'on voit, c'est qu'on a des petits modules, comme ça, des petites vitrines. On voit à chaque fois il y a un monde qui est présenté à l'intérieur. Et en fait, à l'intérieur, il y a une petite expérience interactive, en fait, voilà, où il y a des manipulations à faire pour trouver un peu le tricks. Donc soit pour déplacer les montres, soit pour Raconter des histoires voilà, à propos de ces montres. Donc là, on a par exemple de la motorisation, où les montres vont discuter entre elles. Ici, là, c'est une manette et, du coup, qui représente les fuseaux horaires comme ça, et on peut venir les tourner. Ici, on a un mini dispositif, dès qu'on touche, qui représente les... Ces petites... finalement, on a refait une course de chevaux après beaucoup de discussions. On était arrivé à de la motorisation, des choses qui tournaient, des choses comme ça. Finalement, on a réussi aussi à simplifier, parce qu'il y a toujours cette question du propos, de la technologie, à quoi sert la technologie par rapport à votre propos. Et parfois, il n'y avait pas non plus besoin de choses extrêmement compliquées, du moins visuellement, pour que les gens se sentent impliqués en fait, dans ces histoires-là. Donc il y a toujours ce moment où, malgré le fait qu'on pourrait faire plein de choses, on pourrait justement motoriser des trucs énormes, faire de la 3D, des trucs comme ça, parfois allumer 2 petites lumières au bon moment, avec le bon son et raconter la bonne histoire, ça suffit largement. Par contre, c'est savoir que ça suffit et savoir que c'est pas la peine de faire tout le reste. Pouvoir faire tout le reste peut-être, mais dire là c'est pas la peine. Et puis après il y a des questions de moyens et forcément de temps et il y a des timings qui sont compressés. En sachant que là, sur ce genre tous les projets, de choses, en fait, il n'y a rien qui existe, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des bouts de technologie qui existent, et nous, il faut assembler, dire si c'est possible, voir si c'est pas possible, voir comment ça peut marcher, voir comment ça peut se conserver aussi, comment allumer les choses un peu dans le bon ordre. Donc c'est toujours un peu... voilà, il y a énormément de discussions, en fait, avec les scénographes, les directeurs artistiques, qui fait quoi, comment... Donc voilà, en fait, c'est une part aussi de la création, peut-être aussi dans les dispositifs électroniques, l'informatique, le code. Nous, on croit à ça. Donc voilà, peut-être c'était pour voir un petit peu. On avait ça, et après, effectivement, à chaque fois, des petits moments où sur chaque dispositif, c'était différent. On venait activer de façon différente les choses. Soit par le toucher, où on venait faire courir les choses, soit après on venait espionner des montres qui discutaient toutes seules et qui se rendaient compte qu'on les espionnait. Il y avait effectivement des trucs où on jouait un peu la téléopératrice pour mettre en relation Sydney et Tokyo avec une montre qui voyageait comme ça pour changer d'heure. Tout plein de choses. Celui-là. Ouais, allez. Peut-être. Donc autre collaboration, donc là avec Peter Campus, qui est vidéaste contemporain d'Andy Warhol, qui est un des premiers, on va dire, à avoir fait presque de l'art interactif, ce qui est assez rigolo parce qu'en fait à ce moment-là il n'y avait pas d'histoire de code ou d'électronique, mais plutôt de flux vidéo. Je pourrais vous décrire une de ces installations qui est en fait des boucles vidéo comme ça qui s'enregistrent au fur et à mesure, où le public passe dedans et du coup se revoit avec quelques secondes de retard et ainsi de suite. Donc voilà, on est vraiment dans le dispositif, mais avant même qu'on ait des outils un peu utilisés pour ça. Et en fait, c'est poser la question de faire un livre et de montrer toutes ces vidéos. Et du coup, on ne peut pas donner... il ne voulait pas donner un DVD parce que ça l'ennuyait, puisqu'en fait, il donne ses vidéos alors que il essaye de vivre aussi avec en les vendant à des musées. Du coup, c'est poser la question tout de suite d'une application, et plus précisément d'une application en réalité augmentée. Donc, comment montrer ces vidéos-là avec une forme de thématique, déjà d'une part, et qu'on puisse aussi naviguer plutôt dans une arborescence de tout son travail, dans des espèces de nuages comme ça de ce qu'il a produit en photo et en vidéo. Et du coup, on est tombé comme ça sur une application de réalité augmentée. Donc en fait, dès qu'on achète le livre, en fait, la clé pour voir ces vidéos, c'est le livre. C'est-à-dire que dans le livre, il y a des espèces de pages comme ça qui sont des pages grises avec énormément d'informations. Ces pages-là, en fait, c'est un algorithme de reconnaissance qui est une clé pour l'application et qui permet d'afficher les vidéos, en fait. Donc, une fois qu'on a le livre, on peut avoir accès aux vidéos. C'est quand bien même on aurait l'application,
On ne voit pas les vidéos, en fait, il faut le support du livre avec notamment, quand même, il n'y a pas que ces pages-là, il y a quand même tout le catalogue, il y a la démarche de l'artiste, il y a toute son... C'était quand même une rétrospective, donc du coup avec tout le... en 3 volumes, dont un, du coup, qui contenait la possibilité d'accéder à, justement, à tout le corpus de son œuvre, classé par thématique dans une base de données, etc. Donc du coup, sur chaque vidéo qu'on voit là, on peut... Donc quand on ouvre le livre, on peut, avec son téléphone, du coup, venir effectivement voir un peu cette image-là, mais on peut surtout, au-delà de voir des toutes petites vignettes comme ça, on vient forcément cliquer dessus, les agrandir. Il y a une note, du coup, qui va avec comme dans un livre où on aurait une photo, mais dans un livre, la vidéo, forcément, beaucoup plus compliqué. Donc ça amène tout ce contenu-là dans un objet qui reste quand même un objet d'édition, qui est pérenne. Oui. Et l'application qui, si jamais, peut être mise à jour aussi en termes de contenu, si jamais il y a des restaurations, des choses comme ça qui sont souhaitées par l'artiste. C'est des choses aussi qui sont faisables sans rééditer pour autant le livre. Donc c'est des supports qui sont un peu hybrides, mais qui deviennent très intéressantes pour les institutions aussi. Ça prend plus de temps forcément un peu que faire un livre, mais par contre, ça donne lieu à un peu plus de contenu et un peu plus de restitution sur des travaux qui ne sont pas forcément que des images fixes ou la notion de temporalité, la notion d'espace aussi qui peut être recréée. Et ça peut amener ces choses-là en fait finalement. Comme on disait, beaucoup de discussions pendant le workshop, en réalité augmentée, la restitution d'un objet pris en photo, parfois, c'est assez frustrant parce qu'à moins qu'on le connaisse et qu'on l'ait vu ou qu'ils aient pris des photos sous tous les angles, bon, il y a la part de l'imagination, mais quand on est dans une description d'objets, finalement, parfois, c'est aussi intéressant. Et puis après, il y a des histoires autour de ces objets, leur donner vie ou pas. Et ça peut aussi, si c'est travaillé avec l'artiste, donner lieu à des nouvelles expériences, des nouvelles œuvres, des nouvelles créations. Il y a quelques exemples de le bouquin, qui est consultable du coup à la bibliothèque. Que vous avez. Donc, qui était en collaboration avec les éditions Anarchive, qui s'intéressent pas mal à ce genre de choses. Après, du coup, si c'était la dernière vidéo. Ouais, dernière vidéo. Non, celle-là. Donc voilà, peut-être aussi encore sur de la réalité augmentée, donc voilà qui est l'intitulé de notre workshop. Là, une vidéo plus démo donc dans nos ateliers pour montrer ce que ça donne vraiment ce que ça peut donner sur une tablette. Alors, encore une fois, pour une exposition itinérante, mais qui était plus institutionnelle pour montrer non pas des produits, mais des collections d'objets. Qui, pareil, retranscrivent un peu l'univers de la marque, etc. Donc là, c'est des vidéos de test en atelier où nous, on a des reproductions ou justement des marqueurs qui viennent juste aider à déclencher des animations sur des objets. Donc là, c'est vraiment des tests, hein, c'est les étapes de travail. Donc on vous montre aussi comment on travaille ces choses-là avec les tests. Là, c'était un des premiers carrés de soie de la marque. Et du coup, ils voulaient absolument faire en sorte que les gens puissent comprendre ce jeu et limite voir comment ça se jouait. Tout en, forcément, ils n'allaient pas mettre un texte à côté de 5 pages. Et ils essayaient aussi de communiquer un peu plus avec un public un peu plus jeune ou de sortir de cette image de on vous fait une exposition muséale avec juste des trucs et du texte. Et finalement, après, il y avait des histoires aussi d'objets un peu fermés, un peu abscons, qui du coup, alors là, forcément, on ne voit pas les objets, mais qui étaient notamment, pour celui-ci, c'était une pipe tempête, qui est une pipe en fait avec un mécanisme qui replie par-dessus la pipe pour que les marins, notamment, puissent fumer en mer. Ou quand il y a du vent, ou quand il y a des embruns, ça referme le truc. Donc du coup, bon, il a fallu, après, on a travaillé avec une équipe aussi de graphistes, et du coup, les gens aussi du patrimoine de la marque, entre comment faire, qui, quoi, comment raconter cette histoire. Et à chaque fois, trouver soit des choses qui étaient un peu plus légères ou très, très didactiques. Sur certains objets qui étaient... là, c'est je sais plus, une lanterne... C'est la lanterne étrier.
lanterne étrier. Donc c'est un étrier de cheval, lanterne, qui servait aux postiers pour aller d'un côté, pour être visible la nuit. Pour être visible la nuit, pour éviter de se rentrer dedans, parce qu'ils avaient forcément des trajets à faire de nuit et qu'ils ne pouvaient pas les éviter. Donc là, par exemple, c'est un appareil photo qui est en fait une fiole à whisky. Donc on voit le whisky se vider dedans. Donc voilà, c'est un peu des objets comme ça, rigolos de la collection, on va dire, qui vont montrer et expliquer. C'est des mini, on va dire, c'est des mini projets qui à la fois sont juste des expériences qui montrent aussi les possibilités de raconter des histoires dans des endroits en fait qu'on n'en attendrait pas. Et effectivement, dans une expo très, très institutionnelle, muséale, on n'attend pas forcément des animations ou des explications de ce type-là. Et on a peut-être, aujourd'hui c'est faisable, on n'est pas obligé d'avoir quelqu'un derrière soi qui nous raconte justement toute cette histoire-là à chaque fois. C'est aussi d'autres moyens de le faire. Je pense qu'on est bon au niveau du temps. Et après, après s'il y a des questions sur d'autres projets... Ouais, on est bon au niveau du temps, donc après c'est vraiment du surplus. Si vous voulez il y a un autre projet qui vous intéresse ou avoir des explications, soit côté Dune, soit côté random, il n'y a pas de souci. Et voilà, si vous avez des questions aussi, si vous avez des remarques, si vous voulez nous voir après aussi, il n'y a pas de souci. Voilà. On ne sait pas trop quoi dire là maintenant. Aidez-nous. Ok. Bon, merci. Bon, merci beaucoup. Thank you.